Bonjour à vous tous et bienvenue à cette journée organisée conjointement par la FNOJEC et l'Union Saint-Pierre. Nous avons décidé ensemble de nous pencher sur les enjeux immobiliers dans nos établissements catholiques. L'extension ou la construction d'ensembles scolaires sont parfois nécessaires et leurs réalisations sont souvent compliquées à mettre en place pour nos OGEC. Bien analyser les besoins au jour présent, mais surtout voir à plus ou moins long terme l'évolution des effectifs, la politique d'expansion de l'enseignement catholique dans son diocèse et dans sa région, le développement économique de son territoire, bien analyser la structure immobilière existante, inclure dans les travaux envisagés, bien sûr, les nouvelles réglementations et en particulier les ADAP. Voilà quelques points importants à penser avant de se lancer dans tel ou tel projet. Tous les acteurs doivent être mobilisés dans une totale concertation et collaboration. L'établissement scolaire diocésain ou congréganiste n'est pas isolé dans son secteur. Il fait partie d'un tout où cohabitent l'OGEC, le propriétaire, la tutelle, c'est ensemble et unis que la construction d'un projet se bâtit. Merci à nos intervenants d'aujourd'hui de vous apporter les nécessaires éclairages et de vous dire comment appréhender et gérer un projet immobilier. Alors, 2 temps de travail et d'échange aujourd'hui, ce matin. Comment techniquement organiser son projet immobilier? L'après-midi, choix du montage juridique lors d'un investissement immobilier. Pour débuter, un point d'actualité sommaire sera présenté par Sophie Pouvereau, juriste à la FNOJEC, et Pascal Boyer, responsable immobilier de l'enseignement catholique en Ille-et-Vilaine, suivi de 10h à 12h d'un débat sur la bonne gouvernance d'un projet immobilier, gestion de projet, formalisme à respecter, point d'étape incontournable, expression du besoin et rédaction du programme, entre autres. Participent à ce débat Samir Ben Atia et Robert Courbin, tous deux responsables immobiliers aux Apprentis d'Auteuil, et Laurent Danès, chargé des projets immobiliers à la DDEC du Morbihan. Avec un grand témoin qui sera aujourd'hui Jacques Dauté, expert comptable, président d'OGEC et membre du GTLS et de la commission économique et gestion à la FNOJEC. Nous clôturerons la matinée par un temps de questions que vous voudrez bien poser à nos intervenants, suivi d'un buffet sous la verrière de 13h à 14h. Et donc, nous reprendrons à 14h précise pour assister à une table ronde qui sera animée et confiée à M. Philippe Gay de Inextenso, comme intervenant à ses côtés 2 spécialistes de l'immobilier de KPMG, Diane Cartry, fiscaliste, et Inextenso avocat, Anne Épina, avocate spécialiste en droit immobilier, donc sur les aspects juridiques et fiscaux de l'investissement dans ce domaine. Il vous sera présenté divers témoignages d'établissements. Louis-Philippe Kuhn, président d'un OGEC de l'Île-de-France, et maître Alain Camus, notaire, pour l'OGEC de Meun-sur-Loire, tous ayant mené une opération immobilière. Il sera également évoqué quel choix juridique le plus judicieux à mettre en place suivant les divers cas de figure qui peuvent se présenter. Nous parlerons aussi du bail à construction, de l'option TVA et bien sûr de nombreux autres sujets. Vous pouvez bien évidemment, et nous vous le demandons ardemment, questionner nos spécialistes. Et enfin, nous arriverons à la conclusion de cette journée vers 15h50 et nous laisserons le mot de la fin au président de l'Union Saint-Pierre, M. Jean-Pierre Dufour, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Donc, bonne journée à vous tous et maintenant nous allons passer au travail. À vous. Bonjour, Sophie Pouvereau, je suis juriste à la FNOJEC. Pardon, excusez-moi. Donc, Sophie Pouvereau, je suis juriste à la FNOJEC. Donc, je voulais vous faire deux points particuliers au niveau de l'actualité. Un point sur l'accessibilité.
notamment l'obligation de registre d'accessibilité à mettre en place avant le 22 septembre 2017. Donc ça avait été prévu dans les textes antérieurs et là nous venons d'avoir l'arrêté du 19 avril qui va fixer le contenu en fait de ce registre d'accessibilité. C'est un registre qui devra être tenu régulièrement mis à jour et contenir un certain nombre de pièces, notamment des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité, donc contenir notamment toutes les dérogations que vous avez pu obtenir, les attestations d'achèvement de travaux, les points d'étape à mi-parcours quand vous avez un ADAPT de plus de 3 ans, et également toute une rubrique sur la formation des personnels en lien avec le public. Alors pour ce dernier point, on s'est rapproché à la FNOGEC de l'UNAPI pour savoir comment mettre en place des formations pour vos établissements. On vous tiendra au courant dès qu'on aura plus avancé sur ces modules de formation et les modalités qu'on pourrait mettre en place sur les territoires. On a un nombre important de personnel, ce qui multiplie en fait les formations. Donc on était plutôt dans le fait de former un référent territorial sur l'accessibilité pour permettre en fait de déployer ces formations auprès des personnels dans les établissements. Les établissements catholiques s'en préoccupent, donc je sais qu'il y a d'autres endroits où c'est un peu plus en retard. Donc voilà, on vous tiendra informé. Le registre d'accessibilité, on va essayer de vous mettre en place un modèle type. Donc on va travailler au sein du groupe technique locaux-scolaire sur un modèle type à mettre à disposition des établissements pour essayer de les aiguiller en fait sur ce document qui doit être tenu à disposition du public. Donc soit sous forme papier au lieu d'accueil accessible de l'établissement, soit en version numérique avec possibilité de le mettre en lien en fait sur le site éventuellement de l'établissement scolaire. Voilà, toutes ces informations sont contenues sur les actualités du site de la FNOGEC. Donc c'est pour ça que je ne m'étends pas trop. Vous avez toutes ces informations au fur et à mesure que les textes sont publiés. N'hésitez pas à aller régulièrement sur le site de la FNOGEC, voir les actualités en matière immobilière, qui vous donnent notamment un peu plus de contenu que la brève présentation que je vous fais ce matin. Autre point, toujours au niveau de l'accessibilité, avec l'arrêté du 20 avril 2017, qui a trait aux ERP, donc établissements recevant du public neufs, donc sur les nouvelles constructions. Les textes sont venus, enfin l'arrêté est venu un peu assouplir celui de 2006 qui avait été pris pour les ERP neufs dans la continuité en fait de la loi accessibilité de 2005. Les grandes nouveautés, c'est notamment l'introduction de la notion d'effet équivalent que nous avions pour les ERP anciens, enfin en rénovation. Là, pour les ERP neufs, on a de nouveau donc, la notion d'effet équivalent qui est introduite dans les textes. Il n'y a pas eu de liste de ce qu'on entendait par effet équivalent. Les effets équivalents, en fait, ça correspond à des solutions qui permettent en fait de remplir l'accessibilité et les besoins par une solution autre que celle préconisée dans les textes. Comment dire, donc c'est toutes ces, quand vous faites une demande d'effet équivalent dans votre programme de construction, il va falloir faire valider en fait cet effet équivalent par le préfet. Donc le préfet va avoir 3 mois pour répondre et entre-temps il va consulter la commission communale, départementale d'accessibilité, pardon. Donc voilà, il faudra donc conserver en fait cette validation en sachant que la règle c'est le silence vaut accord. Donc si vous n'avez pas de retour de la préfecture, ça veut dire que votre effet équivalent est accepté. Autre point dans cet arrêté, en fait, c'est un assouplissement des règles et notamment la suppression de l'obligation d'accessibilité aux étages qui n'étaient pas accessibles. C'est-à-dire que si vous avez des sanitaires à un étage non accessible, vous n'aurez pas à le mettre aux normes accessibilité. Voilà. Et également, certains ascenseurs peuvent être remplacés maintenant par des élévateurs, donc en fonction de la hauteur en fait à placer. Voilà. Autre point, mais qui viendra par la suite, c'est au niveau des isolations thermiques. Il y a un texte qui vient de sortir, donc là on l'a pas, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. On vous fera une actualité ultérieure plus précise au niveau des isolations thermiques. Notamment sur les grosses rénovations, il y avait un décret qui était paru. Il y a eu un assouplissement
Et il y en a un autre qui est paru sur les locaux de tertiaire. Pareil, on va avoir une obligation d'isolation thermique. Donc on vous fera une actualité sur ce point-là. Voilà. Donc je vais passer la parole à Pascal qui va vous parler en fait de la qualité de l'air intérieur dans les établissements scolaires. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler de la surveillance de la qualité de l'air. C'est une réglementation qui a été remise à jour depuis quelques temps. En préambule, je vous rappelle rapidement l'historique. Nous étions censés faire une surveillance de la qualité de l'air intérieur pour les maternelles depuis le 1er janvier 2015. Une fois que Madame Royal était arrivée à son ministère, 15 jours avant la fin, avant la mise en place, elle a annulé la chose. Ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de temps pour réaliser ça. Maintenant, elle a mis du bon sens, dans le sens où effectivement on va avoir beaucoup de choix. Je vous explique la chose. D'abord, ça se passe en 2 étapes. Vous allez faire une évaluation des moyens d'aération de vos établissements. Et à partir de ça, vous ferez soit un programme d'action de prévention, autrement vous faites une campagne de mesure de la qualité de l'air. Cette campagne, c'est exactement ce qui était censé être fait il y a quelques années déjà. Maintenant, nous allons arriver sur l'évaluation. L'évaluation en elle-même est obligatoire. Ça porte sur quoi? Ça porte sur d'abord tout ce qui est ouvrant sur l'extérieur, les portes, les fenêtres, les baies vitrées, et aussi sur tout ce qui est grille et bouche d'aération de vos VMC. La première chose sur les ouvrants, vous devez voir si déjà ça fonctionne, si ça s'ouvre. Ensuite, si c'est facilement manœuvrable par un adulte, et si rien n'interdit ou ne dérange l'ouvrabilité. Pour les bouches et les grilles d'aération, vous devez vérifier si c'est encrassé ou non, si ça fonctionne, avec la fameuse feuille collée sur les bouches. Et si vous avez par contre des VMC double flux, des choses comme ça, il faut vérifier si l'entretien est bien fait et que vous avez un contrat de maintenance. Par qui ça peut être fait? Ça peut être fait soit par un professionnel, c'est-à-dire un bureau de contrôle, votre maçon du coin, etc., soit par l'établissement lui-même. Et dans ce cas, vous avez un rapport d'évaluation qui vous sera mis sur le site de la FNEJEC, ou alors, et aussi là-dessus, je crois, que vous allez recevoir par mail la semaine prochaine. Pour la deuxième étape, vous avez donc le choix. On va commencer par la campagne de mesure de la qualité de l'air intérieur. Ça doit se faire tous les 7 ans, sauf si effectivement vous avez des prélèvements qui démontrent que vous avez de la pollution. Dans ces cas-là, c'est à refaire dans les 2 ans après les dépassements de valeur limite. C'est fait sur quel type de gaz? Comme la dernière fois, le formaldéhyde. Je rappelle que le formaldéhyde, ça se retrouve dans certains produits d'entretien, dans certains mobiliers, dans certains matériaux aussi. Il y a le benzène, c'est tout ce qui est combustion, donc la plupart du temps ça vient des pots d'échappement. Le dioxyde de carbone, c'est ce que nous dégageons tous en respirant. Et enfin, mais ça c'est très rare, le tétrachloroéthylène. Ce sont surtout pour les établissements qui sont très proches des établissements de nettoyage à sec. Ça peut être fait par qui, dans ces cas-là, cette campagne? C'est automatiquement fait par un professionnel qui a accrédité COFRAC. Pour avoir le nom de ces entreprises qui sont accréditées, vous pouvez appeler votre préfecture. Normalement, je dis bien normalement, elle est censée avoir la liste. De mon côté, j'ai eu la curiosité d'appeler ma préfecture, ils n'avaient pas. Donc j'espère que vous aurez plus de chance que moi. Quelle procédure? Donc c'est comme d'habitude, comme la dernière fois aussi, c'est-à-dire que c'est en 2 semaines de prélèvement, 2 semaines espacées, ça doit être fait pendant la vie scolaire, une première période de 1 semaine pendant la période de chauffe, la seconde après, c'est-à-dire entre avril et octobre. Qui est informé normalement? C'est le personnel de l'établissement, et si jamais vous dépassez les valeurs limites, la préfecture est d'office inquiétée aussi par ça. En ce qui concerne le programme d'action, c'est la deuxième possibilité. C'est une démarche proactive faite par l'établissement lui-même. Pour ce cadre-là, vous avez aussi 4 tableaux autodiagnostiques qui sont à remplir par l'OGEC et par le chef d'établissement, par l'enseignant aussi, et enfin par les personnels de ménage. Dans quel but c'est fait? C'est pour voir déjà si vous avez des bonnes pratiques, si vous avez des points à revoir, et aussi pour voir si vous avez des pollutions potentielles dans votre établissement ou autour de votre établissement. Dans quelle fréquence? C'est différent du programme avec à faire tous les 7 ans. Vous devez faire, vous, votre autodiagnostic tous les ans pour vérifier justement que votre bilan se mette en place de mieux en mieux.
En cas de pollution détectée, comment faire? Dans ces cas-là, la différence avec la première étape, c'est que vous devez faire des mesures ponctuelles. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 fois une semaine, c'est juste 1 fois une semaine. Et vous pouvez le faire soit par une entreprise à qualité, soit par vous-même. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous achetez des kits de mesure, de prélèvement et d'analyse. Ça coûte à peu près entre 85 et 100 euros hors taxe le kit. Et ça comprend donc le matériel, ça comprend l'enveloppe pour le renvoyer à une société à qualité pour les analyses et le retour avec le rapport. Comment s'est fait ce programme d'action et ces mesures ponctuelles? Normalement, quand vous avez des établissements de 6 classes et moins, vous devez faire toutes les classes en termes de mesures. Et si vous avez plus de 6 classes, vous devez prendre des mesures dans les salles qui sont prépondérantes, dans le sens où si vous avez plusieurs bâtiments, vous devez faire dans chaque bâtiment, à chaque niveau, et dans les classes élémentaires, classes maternelles, etc. Donc ça peut représenter pas mal de kits et vous ne devez pas dépasser 20 locaux. Le programme d'action, de toute façon, dès que vous avez des analyses qui prouvent que vous dépassez la limite, dans ces cas-là, il faut que vous fassiez venir un expert pour identifier les causes de la pollution, que ce soit dans votre établissement ou à l'extérieur. Et cet expert-là vous dira s'il y a des travaux à faire ou des mesures correctives à prendre et qui restent de façon pérenne. Cette réglementation, surtout, est là pour vous donner un nouveau mental, dans le sens où, quand vous avez des achats à faire, que ce soit de matériel, de décoration ou des produits d'entretien et des choses comme ça, vous devez vous dire quels sont les produits qui sont les moins polluants. Même chose pour les projets immobiliers que vous avez, dans tout ce qui est matériaux et revêtements, vous devez vérifier à l'avance quels sont les matériaux qui sont les plus sains. Je prends un exemple. Au jour d'aujourd'hui, il existe maintenant des peintures qui sont quasiment à 100% d'origine végétale. C'est le type justement de matériaux, de revêtements qui pourraient être amenés à être de plus en plus utilisés dans nos établissements scolaires pour justement arriver à un niveau correct de qualité de l'intérieur. Tout ça, vous l'avez dans cette petite chose qui vous sera envoyée par mail pour vous et qui sera sur le site de la FNEGEC aussi. Ça sera beaucoup plus précis et vous aurez aussi dedans tout ce qui est autodiagnostic et rapport d'évaluation. Je vous remercie. Bonjour à tous. Pardon, une question sur la qualité de l'air. Oui. Dans quel délai on va faire? Alors normalement, pour les maternelles et les écoles, vous devriez le faire avant le 1er janvier 2018. Alors, engagé ou réalisé? Réaliser l'évaluation. Allez-y. Laquelle des deux démarches préconisez-vous? La campagne de mesure ou le programme d'action? Je dirais que ça coûterait beaucoup moins cher de faire le programme d'action, mais la campagne de mesure est celle qui est la plus objective et la plus réaliste, si je puis dire. Donc à vous de voir après. Bah, à moins qu'on se réorganise collectivement pour lancer un travail. Voilà. Complètement, avec un contrat cadre, exactement. Voilà. Tout à fait. Il peut y avoir aussi d'autres propositions. Il y a des fois où, dans l'expérience, on n'est pas du tout un spécialiste de l'immobilier, vous allez le voir tout de suite. Mais en tant que président de GEC, c'est vrai qu'on a eu à intervenir dans des classes de primaire pour commencer. Et là, on n'a pas le choix, hein, c'est des mesures obligatoires par la RS. On nous a imposé des mesures de la qualité de l'air. Non. Le texte a bougé depuis, Oui, et mais on peut très bien s'organiser pour ne pas être dans ces créneaux-là. Oui, mais nous, à l'époque, Oui, à l'époque. Voilà. Mais depuis, on a eu cette... Madame Royal a appliqué un critère. Et demain, ça peut changer. Voilà. Demain, ça peut changer. Voilà. Et ceux qui ont mis 4 000 € par établissement dans l'affaire, c'est bien.
Pas obligé de... là-bas, vous serez trop bien. Et donc, Il y a des financements possibles, effectivement, pour les travaux, si vous êtes amené à faire des travaux pour enlever la pollution. Alors, il y a un... Pardon. Vous m'entendez? Donc, je disais, effectivement, il y a possibilité de subvention, mais à partir d'un seul organisme, il faudrait que je vous donne le nom, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est vraiment pour les travaux les plus importants. Ça sera dans la petite note? Oui. Bien, moi je me présente de chaque côté, je suis président du GEC. Et on m'a demandé simplement d'intervenir avant de laisser tous les spécialistes de l'immobilier parler. Un peu plus près, en micro, à côté. Excusez-moi. On m'a demandé d'intervenir pour dire qu'avant qu'on commence à gérer un projet, faire un petit peu un témoignage sur comment est né ce projet en amont de la gestion de celui-ci dans notre établissement. Donc c'est un établissement qui est en région parisienne, qui a, vous le voyez, donc 1670 élèves, et un certain nombre dans la vie de l'établissement, un certain nombre d'éléments déclencheurs se croisent tout au long de la vie de l'établissement. Donc on est au centre d'un projet éducatif, bien sûr, et au cours de nombreuses réunions que l'on a, on écoute tout ce qui se dit, les besoins qui nous remontent de la part de la direction, de l'équipe enseignante, des élèves, des parents d'élèves, du personnel au GEC, etc. Et on entend tous ces besoins. On a également aussi, on ne dit pas, on l'a rappelé tout à l'heure, isolé dans notre établissement, puisqu'on est au sein d'un réseau où se croise la tutelle, et puis dans notre cas, donc une fondation propriétaire. Et on est aussi dans un environnement un petit peu particulier chez nous, où on a vu disparaître, par exemple, l'offre des créneaux de sport dans notre localisation. Donc une pression complémentaire sur les besoins de l'établissement, puisque on a des créneaux accessibles qui disparaissaient. Et je ne vous parlerai pas des contraintes réglementaires sur la mise en accessibilité. Je crois que tout le monde est à peu près au courant. Voilà, donc ça c'est un environnement qui perdure au sein de cette chose-là. Donc on avait travaillé sur la mise en accessibilité, bien évidemment. On a trois localisations différentes dans notre OGEC, un primaire, un collège et un lycée, qui sont relativement autonomes sur plusieurs parcelles. Donc on a commencé par ce qui était le plus facile à faire, c'est-à-dire mise en accessibilité du primaire, puis du collège. Et nous étions dans une démarche de mise en accessibilité du lycée qui était beaucoup moins satisfaisante en termes de résultats dans l'amélioration de la vie du collège, au-delà de répondre à la réglementation purement et simplement. Et donc arrivé une opportunité, c'est la mise en place des ADA. On s'est dit, bon là on a du temps, et plutôt que de se lancer dans la mise aux normes du lycée selon les prévisions initiales, on s'est dit on va tout remettre à plat et on va commencer à réfléchir. Donc on s'est dit, cette contrainte-là, il faudrait peut-être la transformer en opportunité. Donc préalablement, il faut faire le point, c'est pas la peine de foncer tête la première dans un projet. On a commencé à balayer tous les éléments qui auraient pu faire capoter directement le projet. On a d'abord fait vérifier. Alors, on avait un architecte qui était attaché à l'établissement. Donc, on a fait d'abord une vérification de la possibilité des droits à construire. Si on ne peut pas construire, puisque nous, notre projet, c'est une mise en place
partielle d'une réhabilitation, une destruction et une reconstruction. Donc il a fallu d'abord vérifier que cette possibilité-là existait bien. On a eu d'ailleurs une approche de l'architecte de la ville pour avoir une première idée de ce qu'il en pensait. Et il était favorable au projet. Donc on avait quand même des droits à construire suffisants pour commencer à prévoir quelque chose de bien. Deuxième point, on a balayé aussi la partie financière. Là, on a regardé la capacité de l'OGEC et son enveloppe disponible pour mener un projet. Et puis, on a là aussi approché les partenaires qui nous seraient obligatoirement consultés, la tutelle, bien sûr, et la fondation propriétaire, puisque c'est elle qui nous donnera la possibilité de mener les travaux. Donc, à partir du moment où ces éléments ont été mis au vert, eh bien, on a pu commencer à constituer un groupe projet. Donc ce groupe projet, il y avait 7 personnes, donc sous ma présidence, puisque je suis le président de l'OGEC. Nous avions donc les 2 chefs d'établissement, le chef d'établissement coordinateur et la chef d'établissement du primaire. Nous avions 2 représentants du conseil d'administration de l'OGEC en plus de moi, et un représentant de la tutelle et un représentant de la fondation propriétaire. Et à partir de là, on a commencé à travailler sur une ébauche de projet à présenter au conseil d'administration pour avoir la validation de la démarche, tout simplement. Avant de parler de projet, validation de la démarche, est-ce qu'on y va et est-ce qu'on arrête les premiers travaux qui étaient prévus. Et le conseil d'administration nous a donné l'accord et on a donc décidé de faire un schéma directeur. Ce schéma directeur, donc discuté avec le groupe projet et puis les différentes interventions auprès du personnel, des différents établissements, a été présenté au conseil d'administration. Et ensuite, on a eu la validation pour effectivement entamer l'étude d'un projet beaucoup plus ambitieux, avec l'aide, là, dans le cas particulier, d'un assistant maître d'ouvrage, puisque moi, je n'ai pas du tout de compétences immobilières particulières, donc on s'est fait assister par un assistant maître d'ouvrage qui travaillait dans le réseau de la congrégation auquel j'appartiens et qui avait de bonnes réalisations sur d'autres établissements. Et à partir de là, on a déposé notre ADAP au mois de septembre 2015 et on a obtenu 6 ans pour réaliser notre projet. Et juste pour vous donner où on en est maintenant, je suis à 8 jours de la purge du recours des tiers, donc j'attends avec impatience la définitive réalisation de notre permis de construire. Et si tout va bien, nous commençons cet été. Pour donner un petit peu le calendrier, on a commencé la réflexion en mars 2014. Donc ça donne un petit peu l'idée. Et si tout va bien, donc, on pourrait commencer les travaux cette année. Voilà, et puis maintenant, il faut gérer le projet. Et là, je vais laisser la parole aux spécialistes. Bonjour à tous. Je suis Samir Bellatia, responsable immobilier à la Fondation d'Auteuil. Donc en phase de montage de projet. Pour répondre donc à cette grande question que recouvre le montage de projets immobiliers, on a donc deux points vraiment centraux qui sont donc la maîtrise foncière et la maîtrise financière. Donc c'est 2 préalables qu'il faut traiter en amont avant d'engager un projet immobilier. Alors quand je parle de maîtrise foncière, il faut déterminer qui a les droits à construire,
à qui appartient le terrain. Aujourd'hui, tout ce qui est sur le terrain appartient in fine au propriétaire du foncier. Hein, on peut pas, donc, on n'a pas de propriétaire distinct entre du sol et de la construction en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, on ne peut pas différencier le propriétaire du sol et le propriétaire de tout ce qu'il y a au-dessus du sol. Vous avez donc cette question centrale qui est à poser en amont du projet pour savoir en effet quels sont les préalables à avoir pour pouvoir envisager donc un projet immobilier qui s'inscrit dans la durée et donc qui intéresse une grande partie d'interlocuteurs qui ne sont pas forcément toujours autour de la table quand on lance un projet. Donc voilà, je sais que la conférence des évêques sépare donc le foncier de l'OGEC pour différentes raisons, et on a donc à vérifier en effet qu'on a la possibilité de construire, hein, puisque tout demandeur peut déposer un permis de construire sur sol d'autrui. Par contre, il faut vérifier en effet qu'on a bien l'autorisation du propriétaire pour pouvoir le faire. On peut demander un permis de construire sur le terrain de son voisin. Rien n'empêche, en tout cas en France. Au titre du code de l'urbanisme, on peut le faire. Le foncier, en effet, c'est quelque chose qui est donc inusable, donc qui ne s'amortit pas. Hein, donc c'est une charge et puis qui apparaît donc dans l'actif du bilan en immobilisation. Par rapport au foncier, alors on entend souvent le fait que le foncier donc, a une valeur marchande très importante parce qu'on est situé donc, dans des hypercentres, dans des zones tendues. Et aujourd'hui, c'est pas tout le temps vrai. C'est pas tout le temps vrai puisque vous ne pouvez pas faire toutes les activités dans vos parcelles. On a donc le PLU qui peut ôter toute valeur marchande à un foncier. Donc, et ça, c'est des éléments qui sont importants à avoir en tête, puisqu'on peut avoir un propriétaire qui peut vous demander donc, une part de rentabilité de son foncier si en effet il souhaite éventuellement le vendre. Alors je sais que de toute façon, dans l'enseignement catholique, vous séparez bien le foncier de l'activité, mais le plan local d'urbanisme peut ôter toute valeur marchande à un foncier, hein, en le destinant à une activité d'intérêt collectif ou d'activité de service public. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la possibilité de modifier cette destination. Et si vous arrêtez donc une activité scolaire, vous pouvez vous retrouver à avoir de bâtiments en plein centre de ville, mais si la destination est unique, une destination d'intérêt collectif ou de service public, vous ne pourrez pas changer la destination, à moins de faire évoluer le plan local d'urbanisme. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement importants à traiter en début de projet. Vous avez un outil administratif qui est assez intéressant, c'est le certificat d'urbanisme. Et quand vous avez un projet, on conseille en effet d'établir un certificat d'urbanisme opérationnel. Hein, donc quand vous êtes déjà en phase de réflexion assez mûre, c'est un document administratif hein, qui vous donne quelques garanties lorsque vous avez des évolutions du PLU qui sont en cours. Puisque lors de la demande, ce sont les règles applicables en droit d'urbanisme qui sont garanties sur la période de 18 mois, puisque la validité d'un certificat d'urbanisme opérationnel est de 18 mois. Donc, à partir du moment où, en effet, on a un projet, on va se renseigner auprès de l'administration en demandant un certificat d'urbanisme opérationnel. Il y a des éléments à fournir, hein, donc des plans de masse, le numéro de la parcelle, et toute personne peut demander ce certificat d'urbanisme à partir du moment où elle est identifiée. Donc, ce n'est pas forcément un propriétaire, ça peut être un locataire, ça peut être une personne qui est en dehors de l'activité de l'établissement. Et ces éléments-là sont assez intéressants puisqu'ils vous permettent d'assurer donc
de vérifier la constructibilité d'une parcelle et de vous protéger éventuellement des évolutions futures du PLU qui pourraient éventuellement vous imposer soit des limites de constructibilité ou en tout cas vous informer sur éventuellement l'état des réseaux autour de votre parcelle, des réseaux existants et des réseaux futurs. Donc si vous avez un équipement qui est dimensionné de façon, qui a une dimension qui ne pourrait pas être compatible avec ces installations de réseau, vous risquez d'avoir des surprises en termes de participation si vous avez à participer au financement d'un transformateur, par exemple, électrique. Donc voilà. Donc 2 points préalables, la question du foncier et puis la question de la partie financière qui doit être donnée dès le départ du projet avec des estimations assez fines pour pouvoir ensuite déclencher un processus de conduite d'opération classique. Donc le préalable, en effet, dans tout projet, c'est qu'il y a un cahier des charges, un programme à fournir, à travailler. Sans cela, vous risquez en effet d'avoir soit des écarts en termes financiers, soit, in fine, de réceptionner un ouvrage qui ne satisfait pas intégralement les besoins de l'activité. Donc je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour à tous, comme disait Samir, en effet, le programme immobilier, l'expression de la commande est une étape essentielle dans la conduite d'opérations immobilières. On a essayé, nous, de structurer un peu les choses. Je pense que voilà, on fait une proposition, on peut la définir, structurer en fait cette expression en trois étapes différentes. Le livret 1 qui est pour nous donc la programmation des besoins. On va bien évidemment ici présenter un peu l'établissement existant, si c'est le cas, expliquer les opportunités du projet, l'activité future, bien évidemment. On va essayer de parler du fait si oui ou non c'est une extension, une construction nouvelle ou une projection X. Fournir les renseignements sur la population. Le mode de fonctionnement du personnel, définir un peu les besoins en personnel et décrire le déroulement d'une journée type, par exemple, de votre établissement. Le livre 2, pour nous, qui est le livre de programme fonctionnel, là, on va s'orienter plus sur la définition du projet lui-même. On va lister les besoins, les estimations des surfaces. On peut aboutir sur un tableau par activité avec des surfaces dédiées en fonction des différents pôles. Définir l'acheminement souhaité, comment on rentre dans l'établissement, comment on circule à l'intérieur, comment on circule d'un bâtiment à un autre, les hébergements du personnel si c'est le cas, et les quelques réponses architecturales définies au préalable avec un calendrier, bien évidemment des travaux, pressenti, votre expression de prise de possession des locaux, et les aspects financiers également qui sont une donnée fondamentale. Le livre 3 pour nous, c'est une expression un peu des contraintes qu'on va imposer à l'architecte pour qu'il puisse, en plus de son expression architecturale, prendre en compte en tant que utilisateur et affectataire de locaux. C'est-à-dire qu'on va parler peut-être des contraintes techniques et des contraintes d'économie d'énergie. On parle du développement durable, on parle de l'acoustique par exemple d'une salle, de la qualité de l'air, on l'a vu tout à l'heure. On va également exprimer le cas de contraintes liées au développement durable, je crois que je l'ai dit, mais l'objectif c'est de donner en fait à l'architecte, à la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des définitions liées proprement dit à l'utilisation des matériaux, des équipements. Je pense que le temps que vous allez mettre en place à définir le plus précisément en fait, cette expression de besoin va être un gain de temps, bien évidemment, tout au long du processus de la conduite immobilière. Ça sera également un gain de temps et une simplification en cours de chantier, puisque tout ajout supplémentaire pendant le chantier va entraîner soit des coûts supplémentaires, soit des délais supplémentaires.
L'objectif, c'est que vous puissiez définir le plus précisément possible votre commande. N'hésitez pas à ce moment-là, si vous êtes contraint par du temps ou par les moyens que vous mettez en place, à vous entourer soit d'un architecte qui va être différent de celui qui va réaliser l'expression de votre commande, ou d'un programmiste qui pourra, lui, vous aider à l'expression professionnalisée de votre commande. Voilà, je pense que c'est un point on le verra tout à l'heure au niveau de la conduite d'opérations immobilières, c'est un point qui va revenir sans cesse et qui va être assez récurrent sur les différentes étapes. Alors, donc, avant d'engager la réflexion, il faut se poser en effet dans l'étape de la programmation la question en fait des surfaces, puisqu'il existe différentes surfaces et l'impact des surfaces peut évoluer en tout cas en fonction du type de surface dont on parle, d'un coefficient de 100 à 140. Donc si vous utilisez des ratios de coût de construction et vous n'utilisez pas forcément la bonne surface, vous grevez votre budget d'autant. Donc on a l'aspect surface qui est important, et par convention on a donc la question des surfaces utiles et des surfaces utiles nettes, et réglementairement on parle de la surface plancher qui est la surface administrative et fiscale. Donc c'est des points assez importants, puisque lorsque vous avez rédigé un programme, en tant qu'utilisateur, par convention, c'est une convention, vous allez raisonner en surface utile nette. Et je vais laisser mon collègue décrire la surface utile nette. Alors, la surface utile nette, c'est une expression propre à l'utilisateur. Par exemple, nous sommes dans cette salle magnifique, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. On va parler des 150 mètres carrés de plancher, en fait, de besoin, c'est-à-dire de mur à mur, sans circulation, jusqu'à une hauteur de 1,80 m. En fait, quand vous dites « j'ai besoin de 50 mètres carrés de salle des classes », c'est vraiment le volume proprement dit destiné à l'utilisation de votre activité. Donc là, on part un tout petit peu à l'envers, on part donc de la surface utile nette. La surface utile, elle va donc... Alors, par contre, excusez-moi, la surface utile nette, elle comprend donc uniquement l'expression propre des volumes que vous souhaitez utiliser, hors épaisseur de mur intérieur, hors épaisseur de mur extérieur, l'isolation, et également hors circulation. Donc c'est vraiment 50 mètres carrés des salles des classes pour l'activité en question. La surface utile, on va rajouter à cette surface utile en fait les circulations qui vont pouvoir desservir en fait la salle des classes, l'activité projetée. Sur certains bâtiments, on peut ajouter entre 15 jusqu'à 20, voire 25% de circulation. Donc déjà le volume augmente assez significativement. Prenons le cas par exemple d'une circulation dans une école ou dans un collège. On va surdimensionner un tout petit peu on va dire cette rue intérieure qui est un échange avec un flux quand même assez conséquent. Donc du coup la surface augmente assez rapidement. Et la surface plancher, comme disait Samir, la surface administrative et fiscale, elle va prendre en compte donc la totalité des pièces, la totalité des cloisonnements intérieurs, hors bien sûr tout ce qui est trémie d'escalier et tout ce qui est espace supérieur, inférieur à 1,80 m, sauf les locaux bien évidemment annexes, type locaux techniques ou autre. Donc vous voyez par exemple sur ce schéma, on passe pour 100 mètres carrés d'une surface plancher, on aboutit à l'expression de 81 mètres carrés 30 pour une surface utile nette. Donc dès le départ, vous, quand vous passez votre commande
à la maîtrise d'œuvre, vous l'exprimez en surface utile nette. Il faut être bien vigilant à ce que l'architecte l'ait bien traduit de son côté, puisque lui, son premier rôle, ça va être de vérifier bien évidemment votre commande, la réalité budgétaire de votre commande, et bien évidemment, il va prendre en compte l'expression de votre besoin de surface utile nette, qu'il va transformer en surface plancher. Ce qui est important, c'est vraiment de bien qualifier la surface dont on parle. Vous pouvez avoir des approches différentes en fonction de la surface utile ou de la surface utile nette, puisque c'est une convention. Il n'y a pas de définition officielle, si ce n'est la surface habitable, qui se rapprocherait le plus de la surface utile. Mais quand vous établissez un programme, en effet, vous avez besoin de parler en surface utile nette. Et qualifiez-le bien, puisque ce sont les espaces dont vous avez besoin pour votre activité. Ce sont des salles de classe, ce sont un CDI, ce sont des éléments du programme indispensables. Et le maître d'œuvre a, lui, de transcrire votre besoin pour intégrer donc les circulations, les espaces techniques qui font partie aussi du programme et qui vous donnent après le ratio, en tout cas, de la surface dont vous avez besoin et la surface nécessaire pour construire votre bâtiment. Donc ça, c'est un premier élément qui est indispensable lors d'un montage de projet. Et on a un deuxième élément qui est sur quelle base, sur quelle référence on peut s'asseoir pour évaluer le montant des travaux. Alors, ici, nous avons donc des ratios de coûts de construction qu'il faut prendre avec précaution, puisque en fonction des régions, en fonction des projets que vous menez, peuvent évoluer. Aujourd'hui, si vous voulez, nous avons donc des ratios de construction qu'on a appliqués avec un historique de plus de 200 projets, de différents types de projets. Ça pouvait être donc des établissements scolaires, comme des établissements sanitaires et sociaux. Et ça reste des ordres de grandeur, mais qui nous permet de déterminer une enveloppe financière de notre projet. Donc, à partir du moment où vous savez de quelle surface vous parlez, que ce soit la surface utile nette, la surface utile ou la surface plancher, on ne parlera pas de la chaude qui a été remplacée par la surface plancher, mais ça vous permet de donner un ordre global de votre projet, toutes dépenses confondues. Toutes dépenses confondues. TDC. On en parlera après, par la suite. Mais ça veut dire que ça reprend bien l'ensemble des dépenses. Et donc, ces ratios, aux surfaces utiles nettes, si vous êtes dans une construction neuve, alors là, on a des hypothèses, c'est vraiment une construction neuve, hors VRD. Si vous avez des spécificités au niveau d'un terrain assez contraignant, il faut aussi peut-être avoir à faire évoluer ces taux, et c'est notre fonction de l'adapter par rapport aux situations qui sont particulières. Donc, ce n'est pas une règle d'or, ce sont des ordres de grandeur qui vous permettent de formaliser votre enveloppe financière de projet. Juste pour compléter, cette notion de ratio, il faut en effet la prendre avec beaucoup de précaution. En effet, ici, il s'agit d'une conduite d'opération classique. On part avec un architecte, on part en allotissement. On a recoupé à peu près pour une superficie de 1500 m² de plancher, avec une structure, on va dire, simple et pas de contraintes particulières au niveau des délais. Voilà. La situation géographique, si on part sur une réhabilitation, vous voyez qu'on a donc on a décomposé un peu, on ne va pas les commenter, on le lit assez bien. L'objectif était de donner quelques notions d'expression et comme on le disait dans le cadre du programme, ce programme qui doit être donc le plus fidèlement exprimé doit être accompagné du calendrier et du coût que vous mettez en place par rapport à l'opération. Alors nous, on challenge un tout petit peu les architectes. Si vous avez par exemple un budget d'1 million de travaux pour X mètres carrés, bien évidemment, on va essayer de dire à l'architecte que ce qui est disponible, c'est 900 000 €, de manière à finir à 1 million, bien évidemment après, puisque
en fonction du type de projet que vous avez, on voit que quand même les différences entre la surface plancher, la surface utile, la surface surface utile nette, pardon, puissent varier complètement. Ce qu'on intègre là-dedans, c'est bien évidemment le bureau de contrôle, on le verra plus tard dans le détail. C'est vraiment, y compris le terrain. Ah, là, dans les ratios, c'est hors foncier. Hors foncier, pardon, oui. On parle uniquement de la construction. On parle, oui, puisqu'on n'a pas de VRD en effet. Et puis, avec le bureau de contrôle, la TVA, les différents, les différents intervenants, etc., qui viennent se lier à un projet. Mais vous voyez bien donc l'importance de bien qualifier la surface. Même si vous avez une définition propre de la surface utile ou de la surface utile nette, conventionnellement, dans votre programme, vous dites bien que les circulations font partie ou pas de cette surface. Mais il faut le clarifier dès le départ, parce qu'on peut avoir en effet des évolutions combinées surface, coût de construction, qui peuvent varier de 1 à 1,8. Donc si vous avez un projet de 5 millions d'euros, vous pouvez arriver à 9. Et là, les surprises sont financièrement lourdes à tenir. Donc là, on est bien en TDC. Hein. On va vous présenter donc, ce qu'on intègre. Alors, toutes dépenses confondues, TDC, on va vous présenter. Alors, c'est pas exhaustif, mais voilà, dans un montage de projet, c'est intéressant de travailler avec un prévisionnel. Et ce prévisionnel va être initié dès le départ, donc en phase de programmation, et va évoluer en fonction des phases de votre projet. Donc, dans le prévisionnel, on parle toujours en TDC. Et ce TDC n'est pas communiqué au maître d'œuvre ou à l'architecte. Il faudra bien lui donner uniquement l'enveloppe hors taxe travaux disponible dans votre prévisionnel. Hein? Le TDC vous permet d'avoir une approche globale de votre opération, mais en aucun cas vous donnez les manettes à l'architecte en lui donnant votre enveloppe qui intègre toutes les dépenses que vous avez prévues. Hein? Donc je vais laisser Robert présenter en fait le tableau. Le budget prévisionnel donc, comprend les différents postes inhérents donc, à l'opération. On va parler de l'acquisition du foncier dans le cadre d'un achat. Bien évidemment, là-dedans, toute la partie acquisition, on va exprimer le budget en TTC. On va inclure dedans, bien évidemment, les honoraires d'agence, de recherche, des honoraires éventuellement de relogement temporaire, si besoin, le coût du terrain, bien évidemment, et les frais des notaires qui vont permettre l'acquisition du bien. Ce terrain, il peut être nu, il peut être déjà bâti, donc on va réaliser un certain nombre de diagnostics, peut-être qu'il va falloir faire une subdivision, on va être amené peut-être à faire donc, des études de sol, si extension ou construction nouvelle, des héberges, enfin bref. Donc tout ça, ça va rentrer dans des études préparatoires qui vont être liées justement à l'expression suite au terrain. On parlait de la programmation. La programmation, donc, vous pouvez la faire en interne si vous avez les équipes, le temps et les capacités nécessaires pour le réaliser, mais vous pouvez vous entourer, bien évidemment, comme on le disait, d'un programmiste ou d'un architecte qui va vous accompagner sur cette expression. Et une fois que ces étapes franchies, on passe donc à un concours, à un recrutement des architectes. Donc on va avoir tout ce qui pourrait faire donc, au coût des honoraires. Il faut être très prudent, bien évidemment, en se disant, voilà, moi j'ai eu un projet, j'ai eu un architecte à 7%, moi le mien il était à 10, ou l'autre était à 15. Enfin, détailler ce qui se passe en effet dans ce contrat. Nous sommes en marché privé, nous ne sommes pas en marché public. On peut bien évidemment inclure dans le cadre du marché privé un certain nombre d'options
dans la loi MOP qui rentrent dans la mission de base de l'architecte. Alors, en effet, les taux sont assez variables. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on intègre dans le taux. Puisque vous pouvez avoir un très bon taux, on peut avoir des taux à 7%. Par contre, si vous n'avez pas les missions complémentaires, le BET structure par exemple, ou les fluides, si vous avez donc, et ces missions se rajoutent à vos honoraires. Donc, vous pouvez avoir un très bon taux au départ, et in fine, vous vous retrouvez avec des taux à 13, 14, 15%, puisque l'architecte ne prend pas en charge toutes ces missions complémentaires qui sont à intégrer dans les contrats des référents immobiliers qu'on avait communiqués, puisqu'on raisonne bien en mission complète. C'est-à-dire que c'est l'architecte qui a toutes les missions. Donc c'est pour ça que c'est plus simple en termes de gestion que l'architecte vous parle d'un taux unique et qui intègre éventuellement les missions fluides, structure, thermicien, enfin acousticien si besoin. Dans les missions complémentaires, on a listé justement quelques exemples. Vous passez un contrat direct avec l'architecte, vous allez passer un contrat direct avec le bureau de contrôle, vous allez passer un contrat direct avec le SPS, Monsieur Sécurité, et même si l'architecte dialogue directement avec eux, par contre, l'OPC, qui est l'organisation et planification du chantier, peut faire partie du contrat de l'architecte. On l'impose, par exemple. Comme le SSI, le coordinateur sécurité incendie, l'architecte peut également le piloter. Donc il faut faire vraiment attention à la notion du contrat et des manières à pouvoir exprimer pleinement en fait soit une mission complète, soit une mission partielle, soit une mission uniquement où vous pouvez vous arrêter au contrat d'architecte et passer avec un coordinateur, en l'expression du permis de construire, pardon, et partir avec un conducteur des travaux sur le suivi du chantier par exemple. Donc mission complémentaire, on peut très rapidement sur une opération à partir d'1 million quelques d'euros, donner 2-3 notions. Le bureau de contrôle, on peut être à 0,9 à 1% du montant hors taxe travaux. Le SPS, 0,45 à 0,6. Plus le projet est petit et plus bien évidemment ces pourcentages vont monter. Après, il y a également la notion de la dommage ouvrage. La dommage ouvrage, je crois qu'elle est imposée chez vous. Voilà. Là aussi, on peut être situé entre 0,9 à 1,1% du montant en taxe. Jusqu'à 2. Voilà, tout à fait. En sachant qu'on peut également s'auto-assurer sur certaines opérations. Je ne sais pas si tu veux dire. Alors, simplement, c'est qu'en effet, la dommage ouvrage est une assurance qui vous permet d'avancer la trésorerie lorsque vous avez un problème de responsabilité, vous avez un dommage. Aujourd'hui, la Fondation d'Auteuil est une structure unique, donc qui a une assise financière qui lui permet de se passer de cette dommage ouvrage, ce qui n'est pas forcément le cas des OGEC. Donc, on doit la contracter, hein, en effet, si on n'a pas la capacité financière, mais elle ne fait que le relais pour déterminer, on va dire, les responsabilités des entreprises qui sont concernées. Donc, mais la dommage ouvrage, en effet, représente un coût, et ça, on peut être à 1 voire 2% du projet. Et ce qui est important, c'est que sur la dommage ouvrage, elle ne prendra effet, en effet, que si l'ensemble des règles, et notamment des prescriptions des bureaux de contrôle, sont conformes avec la réalisation du projet. Parce que si vous décidez, pour X raisons, de ne pas retenir une réserve d'un bureau de contrôle ou de vous passer de ces prescriptions, la dommage ouvrage va éplucher le dossier et refusera de vous assurer. Oui, elle sera d'autant plus peut-être obligatoire dans le cadre d'une prise à bail, un bail amphithéotique, où voilà, c'est des contraintes qui peuvent être liées aussi au baux. Nous, par exemple,
construction d'une école neuve, on ne prendra pas la dommage ouvrage, on essaiera de continuer en note d'assurance. Par contre, pour une réhabilitation lourde ou une construction d'un logement ou d'un foyer, puisque occupation 360 sur 360, et puis donc risque beaucoup plus important, on partira sur une dommage ouvrage. Alors, je souhaiterais intervenir par rapport à la dommage ouvrage, il faut être clair. La loi Spinetta de 78 oblige le maître d'ouvrage à prendre la dommage ouvrage dès qu'il construit un bâtiment neuf ou dès qu'on touche à la structure ou tout ce qui rend le bâtiment impropre à sa destination. Donc, bon, pour les orphelins apprentis d'Auteuil, c'est peut-être un cas particulier, mais les associations propriétaires ou les OGEC, quand elles construisent, c'est une assurance qui est obligatoire de par la loi. Il me semble qu'il y en a une deuxième, une petite, c'est la responsabilité civile du maître d'ouvrage au moment du chantier. En plus de la touriste chantier qui peut être vivement conseillée. Tout à fait, oui. De toute façon, lorsque vous allez être amené à contracter avec les entreprises, elles doivent vous communiquer l'ensemble de leur assurance professionnelle, et qui comprend également la dommage ouvrage. Et ce qui est très important, c'est ce qui est très important, c'est également la sous-traitance. Il faut que, bien évidemment, le sous-traitant fasse partie de l'assurance de l'entreprise titulaire du lot. On passe donc aux travaux. Les travaux, on va inclure donc, donc le nerf de la guerre. On va inclure donc tout ce qui est lié à la démolition, tout ce qui est lié au VRD, qui peut être complètement, qui peut monter en flèche en fonction de la spécificité du terrain. On peut parler là aussi de la loi sur l'eau, on peut parler de la dépollution du site, on peut parler du désamiantage par exemple. Donc c'est des choses qu'il faut bien évidemment anticiper à l'avance dans la partie diagnostic, en études préparatoires. Bien évidemment la structure, le clos couvert, et puis donc les lots secondaires, les lots techniques, ainsi que les finitions. Alors je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la mission ordonnancement, pilotage et coordination, la mission OPC. On a parfois tendance, comme vous le proposiez, à faire réaliser cette mission par l'architecte. Cette mission, elle a un caractère très important pour nous, établissement scolaire, parce qu'on est très contraint par des calendriers. Et donc la mission OPC, moi je conseille de la distinguer de la mission de l'architecte, puisque cette mission peut être confiée à un OPC en amont de la réalisation du chantier. Il faut bien intégrer qu'une opération, c'est un calendrier global qui ne comprend pas que le chantier, mais qui comprend toutes les opérations de préparation et de conception du projet, et aussi les phases administratives. Et donc l'OPC, il va être là un peu comme un chef d'orchestre pour donner le tempo aux uns et aux autres, donc à la fois à nous, maîtres d'ouvrage, mais aussi à l'architecte, et il va imposer des temps qui sont raisonnables, mais qui sont très contraints aux différents intervenants. Donc, nous, maîtres d'ouvrage, on va être imposé aussi de donner des réponses dans des temps, et l'architecte va être aussi obligé de donner des plans, de donner des réponses aussi dans des délais. Et tous les partenaires, y compris le bureau de contrôle, sont intégrés à ces demandes de réponse. Et donc, c'est lui qui, dès le début, peut dire si une opération est faisable dans un délai pour permettre à un établissement de s'ouvrir à une rentrée scolaire, par exemple. Oui, et donc, de mon point de vue, c'est vraiment très important de distinguer et de ne pas confier la mission OPC à l'architecte, parce qu'il ne peut pas être juge et partie du calendrier, notamment sur les grosses opérations. Tout à fait. En effet, c'est tout l'intérêt sur des opérations un peu importantes et puis qui demandent par exemple plusieurs phasages, de s'entourer de cette compétence externe à la maîtrise d'œuvre, de manière à concurrencer un peu l'architecte. C'est quelque chose qu'il faut anticiper dès le départ dans la contraction des différentes équipes de maîtrise d'œuvre. Et je pense que quand vous allez de toute façon lancer votre consultation d'architecte,
n'hésitez pas à essayer de lui poser les questions, du fait comment il est structuré. Il y a même pour des petites opérations, vous pouvez en effet, parce que vous ne sentez pas, l'architecte peut être très bon sur la partie conception jusqu'au permis de construire, ainsi de suite, mais par contre au niveau du chantier, c'est peut-être pas sa tasse d'été, donc là il faut s'astreindre les compétences d'un OPC qui va cadrer un peu tout ce que vous venez de dire, mais également par exemple les interfaces avec les différentes entreprises, les concessionnaires, enfin... L'OPC c'est l'AMO. Ah non. C'est quoi Alors, l'AMO, c'est assistance maîtrise d'ouvrage, donc il va aider le maître d'ouvrage, donc le client, celui qui est l'utilisateur final du bâtiment. L'OPC, c'est ordonnancement, pilotage, coordination. Donc c'est quelqu'un qui va donner un calendrier sur toutes les phases du projet et qui va contractualiser donc, avec les différents intervenants, et, enfin pas contractualiser, mais qui va imposer des délais, et si ces délais ne sont pas respectés, il va déterminer quel est le responsable du retard. Donc plus on intègre l'OPC en amont, plus ça permet de tenir le calendrier. L'AMO peut être missionné pour ça? Non. Contractuellement, il n'est pas responsable du délai, l'AMO. Sinon, c'est qui? L'OPC. L'ordonnance. OPC, ça peut être un bureau d'études. Ça peut être un architecte qui assure cette mission. Ça peut être... Mais l'AMO est là pour assister l'utilisateur du projet. Il peut l'assister uniquement sur la question de la programmation. Il peut l'assister sur la contractualisation avec le maître d'œuvre. Et éventuellement préparer les appels d'offres. Donc après, tout dépend du contrat qu'on a avec l'AMO, les différentes phases, mais c'est pas forcément les mêmes, en effet. Ça peut, par contre, il faut être précautionneux, puisque la mission de l'AMO est une mission qui est plutôt d'accompagner d'accompagner, on va dire, l'utilisateur par rapport au sachant qui est un architecte, un bureau d'études, vous voyez, un EBC. L'AMO, en gros, n'a pas de responsabilité. Il accompagne et il aide le maître d'ouvrage qui n'est pas effectivement sachant dans le projet. Alors que le maître... Moi, je dirais que l'AMO, c'est mon décodeur. Voilà, c'est ça. Quand je suis devant des professionnels, d'abord, il y a un langage que je commence un petit peu à connaître, mais très souvent, je suis obligé de demander la traduction effective, soit en termes de conséquences financières, soit en termes de, quand on me donne quelques informations, si je n'ai pas un AMO qui décrypte les conséquences de l'information que je viens de recevoir, je peux passer à côté de choses à comprendre. L'AMO, il va parler sur le côté financier, il va parler sur le côté programme, sur un petit peu tout. Et par contre, l'OPC, lui, va avoir un regard technique par rapport au calendrier, mais il n'aura pas de responsabilité technique dans le chantier. C'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance technique, mais pour pouvoir maintenir le respect du calendrier. Voilà. Il va par exemple anticiper tout ce qui est intempéries, il va quantifier par exemple sur un compte rendu les pénalités des retards référents au calendrier. Alors, applicable ou pas, en fonction de votre choix, du choix de l'architecte, c'est bien de comptabiliser, en fait, si vous voulez, tous les retards, et à la fin, si vous jugez que l'entreprise ne l'a pas rattrapé ou elle est de plus en plus défaillante, bah, vous mettez en application les pénalités de retard. Tout ça, c'est l'OPC qui va conduire, en fait, cette mission-là.